L'idée de l'intervention venait de maman. Réunion de famille chez Richard, m'avait-elle écrit ce jeudi matin. Il faut qu'on parle de ton avenir, ma chérie. Je savais exactement ce que ça signifiait. Encore une de ces séances où mes proches qui avaient réussi se rassemblaient pour disséquer mes choix de vie décevants et me prodiguer leurs précieux conseils pour me remettre sur le droit chemin. Ces rendez-vous étaient devenus une tradition trimestrielle depuis que j'avais quitté mon poste de consultante, 3 ans plus tôt. La maison de l'oncle Richard, à Bellevue, était le décor parfait pour ce genre de mise en scène. Une villa moderne et démesurée qui hurlait la réussite entrepreneuriale, baies vitrées du sol au plafond, mobilier épuré, et une vue sur le lac Washington qui valait probablement plus cher que la plupart des maisons des invités réunis. L'endroit idéal pour rappeler à tout le monde que Richard, lui, avait bâti quelque chose de grand contrairement aux autres. Je suis arrivé pile à l'heure, une bouteille de vin à $12 achetée au supermarché à la main. Tous les autres étaient déjà là, maman, papa, tante Suzanne, mon grand frère Michael, et ma cousine Jennifer. Installés dans le salon de Richard, verre à la main, ils affichaient tous cet air légèrement gêné qu'on a juste avant de monter une intervention en bonne et due forme. Jessica, tonna Richard en me voyant entrer. Pile à l'heure. On était justement en train de parler de ta situation. Ma situation. C'était l'euphémisme familial préféré pour désigner mon absence totale de réussite, normale, à 31 ans. Pas de poste en entreprise, pas de salaire mirobolant, pas de plan de carrière clair. Juste un petit job de comptabilité à temps partiel pour des petites entreprises, et ce que tout le monde imaginait être un compte en banque désespérément vide. Là, assieds-toi, continua Richard, en désignant l'unique chaise vide, placée bien en face de tout le monde, comme dans un tribunal improvisé. On veut t'aider. Je me suis assise et j'ai accepté le verre de vin que Jennifer me tendait. C'est très gentil. Bon, reprit Richard, s'installant dans son rôle habituel de chef de famille, on en a discuté tous ensemble, et on pense qu'il est temps d'avoir une conversation franche avec toi. Michael s'est penché en avant. Jess, tu as 31 ans. Tu ne peux pas continuer à dériver comme ça indéfiniment. Ton frère a raison, a ajouté papa. À ton âge, moi j'avais déjà la quincaillerie, un crédit immobilier, et 2 enfants. Il te faut de la stabilité. Tante Suzanne a hoché la tête avec compassion. On s'inquiète pour toi, ma chérie. Ce petit appartement, ces petits boulots à temps partiel, pas un centime d'épargne retraite. Qu'est-ce que tu vas devenir, plus tard? J'ai bu une gorgée de vin et j'ai attendu que Richard prenne, comme toujours, la place centrale. C'était son spectacle, après tout. Le truc, Jessica, a-t-il dit en se calant dans son fauteuil en cuir, c'est que la réussite, ça ne tombe pas du ciel. Ça demande de la discipline, de la vision, et un travail acharné. Je n'ai pas bâti TechFlow Solutions par hasard. TechFlow Solutions. L'entreprise de logiciels que Richard avait fait passer d'un simple garage à un acteur majeur de l'industrie. L'exemple qu'il brandissait fièrement, depuis 4 ans, comme la preuve vivante de l'excellence entrepreneuriale. Richard a totalement raison, a renchéri maman, fière. Regarde ce qu'il a accompli. Parti de rien pour bâtir une entreprise à 100 millions de dollars. En réalité, a corrigé Richard avec une fausse modestie, notre dernière valorisation tourne plutôt autour des 300 millions. La pièce a bourdonné d'une admiration de circonstance. Richard avait construit quelque chose d'impressionnant, et tout le monde le savait. TechFlow Solutions employait plus de 400 personnes, possédait des bureaux dans 5 villes, et la rumeur disait qu'une entrée en bourse se préparait. Le but, continua Richard, c'est que les vrais entrepreneurs n'ont pas besoin qu'on leur fasse l'aumône. On se construit tout seul. On prend des risques. On sacrifie le confort immédiat pour la réussite à long terme. Jennifer hochait la tête avec enthousiasme. Oncle Richard est tellement inspirant. Il prouve qu'avec assez de dévouement, n'importe qui peut bâtir quelque chose de grand. Exactement, dit Richard. Ce qui m'amène à toi, Jessica. Voilà, on y était. J'ai réfléchi à ta situation, et j'ai une proposition à te faire. TechFlow est en train d'agrandir son service comptabilité. Je pourrais te créer un poste. Bon salaire, avantages complets, perspective d'évolution claire. Ça te donnerait la stabilité dont tu as besoin pour enfin construire un véritable avenir. Un silence s'est installé dans la pièce, tous attendaient ma réponse. C'était, après tout,
une offre généreuse, venant d'un membre de la famille qui avait réussi et qui essayait sincèrement d'aider sa nièce à se reprendre en main. C'est incroyablement gentil de ta part, Richard. Mais, a-t-il dit, sentant l'hésitation poindre. Je ne suis pas sûr que la comptabilité d'entreprise soit vraiment fait pour moi. Michael a soupiré. Jess, tu n'as pas vraiment les moyens d'être difficile. Tu as besoin d'un revenu. Ton frère a raison, a dit papa. Parfois, il faut accepter des boulots qu'on n'aime pas pour construire les boulots qu'on aimera plus tard. Le problème, a repris Richard, retombant dans son mode conférencier, c'est que tu n'as jamais appris la discipline de l'entrepreneuriat. Les vrais entrepreneurs comprennent que la réussite exige des sacrifices. On n'a pas le luxe de ne faire que ce qui nous passionne. Richard a bâti TechFlow en travaillant 18 heures par jour, pendant 3 ans, a ajouté tante Suzanne. Pas un week-end, pas de vacances. Juste du pur dévouement. C'est ça, la différence entre un entrepreneur et un employé, a continué Richard. Les employés pensent qu'on leur doit un salaire juste parce qu'ils se sont présentés au travail. Les entrepreneurs comprennent qu'on n'est payé que pour ce qu'on crée comme valeur. J'ai hoché la tête, pensive. Ça se tient. La dure réalité, a poursuivi Richard, se réchauffant sur son sujet préféré, c'est que la plupart des gens ne sont pas faits pour entreprendre. Ils veulent les récompenses sans prendre les risques. Ils veulent que quelqu'un d'autre leur garantisse la sécurité pendant que, ils s'amusent avec leurs petits hobbies. Comme bosser à temps partiel dans des associations, a glissé Jennifer, serviable. Exactement. Écoute, Jessica, il n'y a rien de mal à être salarié. La plupart des gens ont besoin du cadre d'un emploi traditionnel. Le problème, c'est quand les gens font semblant d'être entrepreneurs tout en continuant d'attendre des cadeaux. Des cadeaux, ai-je demandé. Du soutien financier de la famille, des aides de l'État, des prêts qu'ils ne rembourseront jamais et tout ce qui leur permet d'éviter les vraies conséquences de leur choix. Les vrais entrepreneurs n'ont pas besoin d'aumône. On se construit tout seul. La pièce a murmuré son approbation. La philosophie de Richard était convaincante, et visiblement, elle avait fait ses preuves. Il avait bâti une entreprise colossale, à force de pure détermination et de flair commercial. La question, conclut Richard, c'est, es-tu prête à arrêter d'attendre l'aumône et à commencer à construire quelque chose de réel? Je crois que je comprends. Bien. Donc tu vas considérer le poste chez TechFlow. J'y réfléchirai sérieusement. Richard a souri. Excellent. Je vais demander au RH de préparer une proposition. Le salaire de départ serait de 85 000 $, sans doute plus que tu n'as jamais gagné de ta vie. En réalité, mes revenus d'investissement de l'année précédente avoisinaient les 47 millions de $. Mais ce n'était sans doute pas le bon moment pour le mentionner. C'est très généreux, ai-je dit à la place. Ce n'est pas de la générosité, a rectifié Richard. C'est une opportunité. Je te donne une chance de faire tes preuves dans un vrai environnement professionnel. La réunion s'est poursuivie pendant encore 1 heure, ponctuée de conseils en tout genre sur la gestion d'un budget, la planification de carrière, et l'importance de la responsabilité financière. Richard a enchaîné les anecdotes sur la construction de TechFlow, insistant lourdement sur les thèmes chers à son cœur, l'autonomie et l'entrepreneuriat, bootstrap. J'écoutais poliment, posant de temps en temps des questions qui lui permettaient de développer encore un peu plus sa philosophie d'affaires. À la fin de la soirée, tout le monde semblait satisfait, j'avais enfin reçu les conseils dont j'avais soi-disant besoin pour me reprendre en main. J'ai embrassé tout le monde, puis j'ai pris la route vers mon petit appartement de Capitol Hill. Une fois chez moi, je me suis servi un verre de vin bien meilleur que celui que j'avais apporté chez Richard et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le discours de Richard sur l'entrepreneuriat autonome était plutôt savoureux, considérant que TechFlow Solutions avait été entièrement financé par des investisseurs anonymes. D'après les registres financiers de l'entreprise, que je consultais régulièrement, TechFlow avait levé des fonds sur 3 tours de financement, en 4 ans. Le tour d'amorçage avait apporté 8 millions de $. La série A en avait ajouté 35 de plus. Et la récente série B avait injecté 150 millions supplémentaires portant le total des investissements extérieurs à 193 millions de $. L'investisseur principal de ces 3 levées de fonds s'appelait Cascade Venture, une société de capital investissement spécialisée dans les logiciels d'entreprise. Cascade avait fourni l'essentiel du financement de TechFlow, et détenait 67% du capital de l'entreprise. Ce que Richard ignorait,
c'est que Cascade Venture était une filiale de Pacific Capital, elle-même détenue par Meridian Holdings, elle-même contrôlée par un trust que j'avais créé 6 ans plus tôt. J'étais l'investisseuse anonyme de Richard. J'étais la source des 193 millions de dollars qui avaient bâti son empire entrepreneurial. L'ironie était parfaite. Toute la philosophie commerciale de Richard reposait sur l'importance de l'autonomie et de l'entrepreneuriat sans aide extérieure alors que son entreprise dépendait entièrement de capitaux qu'il croyait venir d'investisseurs institutionnels. En réalité, chaque dollar ayant servi à construire TechFlow Solutions venait de moi. La même personne qu'il venait de sermonner sur le fait d'arrêter d'attendre des cadeaux. J'avais repéré TechFlow dès leur tour d'amorçage, quand Richard présentait son concept de logiciel d'entreprise aux sociétés de capital risque. Sa technologie était solide, son analyse de marché rigoureuse, son modèle économique scalable. Le fait qu'il soit mon oncle m'avait rendu plus prudente dans cet investissement, pas moins. J'avais mené une diligence raisonnable approfondie pour m'assurer que l'opportunité était authentiquement intéressante. Mais à mesure que TechFlow grandissait, et que les sermons de Richard sur la supériorité entrepreneuriale devenaient de plus en plus fréquents, cet investissement avait pris une autre signification, plus personnelle. Richard avait toujours été un homme à succès, même avant TechFlow. Sa précédente entreprise avait été rachetée pour 30 millions de dollars, lui offrant assez de fortune personnelle pour vivre confortablement sans jamais retravailler. Mais TechFlow l'avait rendu véritablement riche et la richesse avait amplifié sa tendance naturelle à faire la leçon à sa famille sur leur choix de vie. Les discours sur l'entrepreneuriat autonome avaient commencé il y a environ 2 ans, toujours livrés avec l'assurance d'un homme qui avait prouvé sa philosophie d'affaires par un succès bien réel. Richard croyait sincèrement avoir bâti TechFlow par sa seule détermination et son sens des affaires. Il ignorait que chaque décision majeure n'avait été possible que grâce à mon capital. J'ai ouvert ma messagerie sécurisée et rédigé un message à mon équipe de gestion de patrimoine chez Pacific Capital, merci de programmer un appel concernant TechFlow Solutions. Envisage des changements dans notre structure d'investissement. La réponse est arrivée moins d'1 heure plus tard, disponible demain, à votre convenance. Position actuelle, 193 millions de dollars répartis sur 3 tours de financement. Les performances de l'entreprise restent solides selon les derniers rapports trimestriels. Examen stratégique demandé. J'ai programmé l'appel pour 14 heures, puis j'ai passé la soirée à éplucher les états financiers et la position de marché de TechFlow. D'un point de vue purement financier, l'entreprise se portait bien. La croissance du chiffre d'affaires était constante, les marges s'amélioraient, et ils gagnaient des parts de marché dans leur segment cible. Richard était, objectivement, un PDG compétent. Il avait pris de bonnes décisions stratégiques, embauché des gens talentueux, et bâti une entreprise de valeur. Le fait qu'il utilise cette réussite pour faire la leçon à sa famille sur l'autonomie était agaçant mais c'était une chose à part de sa compétence professionnelle. Le lendemain après-midi, j'ai appelé ma gestionnaire de portefeuille. Mademoiselle Chen, a répondu Patricia Williams. Merci de prendre ce moment. Je crois savoir que vous souhaitez parler de TechFlow Solutions. J'envisage de liquider notre position. L'intégralité des 193 millions. Puis-je vous demander ce qui motive cette décision? Des différends philosophiques stratégiques avec la direction. Concernant l'orientation de l'entreprise. Concernant la source réelle de leur réussite. Patricia est restée silencieuse un instant. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Le PDG a tenu des propos sur l'entrepreneuriat autonome et l'autosuffisance qui ne correspondent absolument pas à la réalité du financement de l'entreprise. Ah, a dit Patricia, prudemment. Les conflits personnels avec des membres de la famille peuvent devenir compliqués quand ils croisent les décisions d'investissement. À quoi ressemblerait une liquidation? Nous avons plusieurs options. Nous pourrions revendre notre position à un autre investisseur institutionnel, bien que trouver quelqu'un prêt à reprendre 193 millions de dollars en parts secondaires prendrait du temps. Ou nous pourrions exercer nos préférences de liquidation prévues dans l'accord d'actionnaire. Ce qui signifierait exiger le remboursement immédiat du capital investi, plus les rendements accumulés. Étant donné la trésorerie actuelle de TechFlow et leurs obligations de dette, ils seraient dans l'incapacité de répondre à cette exigence. Donc l'entreprise ferait faillite. Quasiment certain. Ils sont rentables, mais ils n'ont pas assez de liquidités pour rembourser 193 millions immédiatement. Il leur faudrait trouver un financement de remplacement, ou liquider des actifs. Et l'exposition personnelle de Richard? Patricia a consulté d'autres documents.
Monsieur Peterson a des garanties personnelles sur environ 25 millions de dollars de dettes d'entreprise. Il perdrait aussi sa participation au capital, actuellement estimée à environ 98 millions de dollars. Donc il passerait de multimillionnaire entrepreneur à personnellement ruiné. C'est exact. J'ai remercié Patricia et lui ai dit que je reviendrai vers elle avec ma décision. La partie rationnelle de mon cerveau savait que c'était une mauvaise décision financière. TechFlow était une entreprise solide, avec de bonnes perspectives de croissance. Richard pouvait bien être agaçant, il bâtissait quand même une vraie valeur, et faisait vivre des centaines d'employés. Détruire l'entreprise blesserait des innocents et des employés, des clients et pas seulement Richard. Mais la partie émotionnelle de mon cerveau était fatiguée d'être sermonné sur les cadeaux par quelqu'un dont toute la réussite avait été entièrement financée par mes propres cadeaux. Ce soir-là, Richard a appelé. Jessica, je voulais revenir sur notre conversation d'hier soir. Tu as réfléchi un peu plus au poste chez TechFlow? Oui. C'est une offre généreuse. Je suis content que tu le penses. Tu peux commencer quand? En fait, j'avais une question sur ta philosophie de l'entrepreneuriat autonome. Ah, quel genre de question? Eh bien, tu as dit que les vrais entrepreneurs n'avaient pas besoin qu'on leur fasse l'aumône, qu'ils se construisaient tout seuls. Je me demandais comment ça s'accordait avec TechFlow. Ah, comment ça? Je veux dire, tu n'as pas levé des fonds extérieurs. J'avais lu que l'entreprise avait reçu des financements de capital risqueur. Richard a ri. C'est différent. C'est du capital stratégique, venant d'investisseurs sophistiqués qui comprennent le métier. Ce n'est pas un cadeau. C'est un partenariat. Je vois. Donc prendre de l'argent d'investisseurs, ce n'est pas la même chose que recevoir des cadeaux. Complètement différent. Les investisseurs fournissent du capital en échange de parts et de rendements. Ils parient sur ta vision et ton exécution. Les cadeaux, c'est de l'argent gratuit, sans attente ni redevabilité. Ça se tient. Combien TechFlow a-t-il levé, en tout? Je ne discute généralement pas de chiffres précis, mais on a levé environ 200 millions de dollars, sur plusieurs tours. C'est impressionnant. Et ces investisseurs, ils ont simplement cru en ta vision. Les biens, ils ont aussi mené une diligence raisonnable approfondie. Ils ont analysé notre technologie, notre opportunité de marché, notre modèle économique, notre équipe. Ce n'est pas comme s'ils avaient juste tendu un chèque. C'était un investissement calculé, basé sur notre potentiel de rendement. Donc ils attendent un retour sur leurs 200 millions. Bien sûr. C'est comme ça que fonctionne le capital. Ils apportent du capital de croissance, on construit de la valeur, tout le monde y gagne. Et si l'entreprise ne pouvait pas leur rendre leur investissement, on ferait face à de sérieuses conséquences. Les investisseurs ont des préférences de liquidation, des sièges au conseil d'administration, des droits de contrôle importants. Ce n'est pas comme emprunter de l'argent à la famille. Ce sont des relations d'affaires sophistiquées, avec une vraie redevabilité. Je vois. Donc ta réussite, ce n'est pas vraiment de l'autoconstruction. C'est bâti sur du capital extérieur. Jessica, ce n'est pas la même chose. L'entrepreneuriat autonome, ça ne veut pas dire ne jamais accepter de capital d'investissement. Ça veut dire ne pas dépendre de cadeaux, ne pas attendre des autres qu'ils financent ton train de vie pendant que tu réfléchis à ta vie. Mais 200 millions de dollars de capital d'investissement, ce n'est pas exactement une forme de soutien d'autres personnes pendant que tu réfléchis à ton entreprise. Richard est resté silencieux un instant. C'est une façon très naïve de voir les choses. Ah, comment devrais-je voir les choses? Le capital d'investissement vient avec des conditions. De la redevabilité, des attentes de performance, des responsabilités fiduciaires. Les investisseurs ne me donnent pas juste de l'argent. Ils parient sur ma capacité à générer des rendements. Si j'échoue, je perds tout. Et si tu réussis? Alors tout le monde gagne. Les investisseurs touchent leur rendement, je bâtis ma fortune, les employés ont du travail, les clients obtiennent des produits de qualité. C'est ça, la beauté du capitalisme. Ça a l'air d'être une situation où tout le monde gagne, effectivement, ai-je acquiescé. Exactement. Alors, tu vas considérer l'offre d'emploi. En fait, Richard, j'ai une confession à te faire. Quel genre de confession? Je suis l'une de tes investisseuses. Richard a éclaté de rire. Jessica, ce n'est pas possible.
Pourquoi ce ne serait pas possible? Parce que nos investisseurs sont de grands fonds institutionnels avec des centaines de millions d'actifs sous gestion. Toi, tu fais de la comptabilité à temps partiel. Et si je te disais que j'avais d'autres sources de revenus? Alors je te demanderais quel genre de source de revenus pourrait bien te donner accès à des opportunités d'investissement en capital risque. Le genre qui vient de la gestion d'un portefeuille d'investissement de 2,8 milliards de dollars, via diverses sociétés holding et sociétés écrans. La ligne est restée silencieuse. Jessica, ce n'est pas drôle. Je n'essaie pas d'être drôle. J'essaie de t'expliquer que Cascade Venture, ton investisseur principal, est contrôlé par des sociétés que je possède. C'est impossible. Pourquoi est-ce que ce serait impossible? Parce que tu vis dans un studio et que tu conduis une Corolla qui a 15 ans. J'aime vivre simplement. Ça m'aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Jessica, tu parles de centaines de millions de dollars. 193 millions, pour être précise. Répartis sur ton tour d'amorçage, ta série A et ta série B. Tu ne peux pas. Ce n'est pas. Comment est-ce que ça serait même possible? L'MBA à Stanford. Investissement précoce dans plusieurs entreprises technologiques entrées en bourse depuis. Réinvestissement stratégique des bénéfices, sur 6 ans. Ce n'est pas si compliqué. Mais tu travailles à temps partiel. Tu n'as même pas pu contribuer au cadeau d'anniversaire de maman. Je budgétise soigneusement. Les 500 $ pour le cadeau de maman n'étaient simplement pas prévus dans mon budget de dépenses personnelles du mois. Jessica, si c'est vrai, si c'est réellement. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Pourquoi je l'aurais fait? Tu semblais tellement fier de bâtir ton entreprise grâce à l'entrepreneuriat autonome. Je ne voulais pas diminuer ton sentiment d'accomplissement. Mais tu m'as laissé. Tu as laissé tout le monde. On t'a traité comme quelqu'un qui a besoin de cadeaux. Richard est resté silencieux, longtemps. Jessica, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Si j'avais su. Si tu avais su quoi? Que j'étais riche? Est-ce que ça aurait changé la façon dont tu me traitais? Eh bien, ça change la perspective. Quel genre de perspective? Si tu as ce genre d'argent, alors évidemment, tu n'as pas besoin de conseils de carrière, ni d'offres d'emploi. Mais si je n'avais pas eu cet argent, j'aurais eu besoin qu'on me fasse la leçon sur l'entrepreneuriat autonome. Ce n'est pas. J'essayais d'aider. Tu essayais d'aider quelqu'un que tu pensais être un échec. Maintenant que tu sais que je ne suis pas un échec, soudainement, je n'ai plus besoin d'aide. Jessica, je ne sais pas quoi dire. Voilà ce que je vais dire, moi, Richard. Demain, Cascade Venture va exercer ses préférences de liquidation et exiger le remboursement immédiat de tout le capital investi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que TechFlow a 30 jours pour rembourser 193 millions de dollars, ou faire face à une procédure de faillite. Jessica, non. Je t'en supplie. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? C'est mon capital d'investissement. Selon ta propre philosophie, je devrais pouvoir prendre des décisions stratégiques concernant mon argent, sans me soucier de faire des cadeaux à qui que ce soit. C'est différent. Ça détruirait l'entreprise. Ça détruirait une entreprise entièrement bâtie sur ce que tu appelles des cadeaux de membres de la famille. Jessica, s'il te plaît. Je t'en supplie. Es-tu en train de me demander un cadeau, Richard? Je te demande de la compréhension. De la considération familiale. Le genre de considération familiale que tu m'as montré quand tu m'as fait la leçon sur le fait d'être un échec qui attend des cadeaux. J'avais tort. J'avais complètement tort. Tu avais tort sur ma situation financière. Avais-tu tort sur ta philosophie? Qu'est-ce que tu veux dire? Crois-tu encore que les vrais entrepreneurs n'ont pas besoin de cadeaux? Ou penses-tu maintenant que les cadeaux sont acceptables quand ils viennent de membres de la famille qui t'aiment? Richard est resté silencieux. Je prendrai ça comme une réponse, ai-je dit. Les papiers de liquidation seront déposés demain matin. Jessica, attends. S'il te plaît. J'ai raccroché. En l'espace de 2 heures, mon téléphone n'arrêtait plus de vibrer, appel de maman, papa, Michael, Jennifer. Tous avaient eu Richard au téléphone. Tous voulaient comprendre ce qui se passait. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale,
puis j'ai rouvert mon ordinateur pour rédiger l'autorisation finale destinée à Patricia. D'ici lundi matin, TechFlow Solutions ferait face à une crise de liquidité capable d'anéantir l'empire entrepreneurial autonome de Richard. La valorisation de 300 millions de dollars s'évaporerait, emportant avec elle la réputation d'homme self-made de Richard. Et moi, je retournerai à mon petit job de comptabilité à temps partiel, parce que j'aimais sincèrement aider les petits commerçants à mettre de l'ordre dans leurs finances. La différence, c'est qu'à présent, Richard saurait que son discours sur les cadeaux avait été livré à la personne qui les lui faisait depuis le début. Et comme je l'avais annoncé à Patricia, l'entreprise s'est effondrée, exactement comme prévu.